Ok, c'est bon. Vous m'entendez? C'est bon? Donc, bonjour à tous. Donc, on va continuer notre série de webinars. Aujourd'hui, le webinar porte sur le rôle de l'inflammation dans les maladies cardiovasculaires, et en particulier l'athérosclérose. Donc, on va avoir trois orateurs. Le premier, c'est Alain Tedgui qui va nous parler des aspects fondamentaux impliquant l'inflammation dans l'athérosclérose, essentiellement basés sur les modèles animaux. Par la suite, il y a Afida Ditoufela qui va nous parler des essais cliniques sur le sujet, et on finit par Pina Kaludjiri qui va nous parler du CD31 et comment moduler cette cible pour diminuer l'inflammation. Donc, merci à tous et on va commencer par le premier orateur, donc Alain Tedgui. Donc, Alain, tu peux partager ton écran? Attends, je vais surtout activer mon micro. Vous m'entendez? Oui, très bien. Super. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Soraya. Très honoré de cette invitation et très heureux de voir qu'il y a beaucoup d'amis de l'autre côté de l'écran. Donc, c'est dommage, on ne se voit pas personnellement, mais au moins le simple fait que vous soyez là me réchauffe le cœur. Et donc, réchauffer, c'est ce que fait l'inflammation. Et je vais en 20 minutes, je vais essayer de vous donner les aspects fondamentaux, puisque ensuite, Afid et Pina vont vous parler plus de ce qui se passe au niveau clinique et chez l'homme. Donc, en fait, l'histoire de l'inflammation, ce n'est pas une nouvelle histoire, même si maintenant, vous allez voir, on a quand même des données qui vont et qui soutiennent très fortement cette hypothèse, mais elle remonte en fait au 19e siècle. Rudolf Virchow, le fameux pathologiste berlinois, avait déjà décrit l'athérome comme une maladie inflammatoire chronique de l'intima chronique en artéritis déformante. Et puis ensuite, c'est avec Nikolai Atchnikov qui a introduit l'hypothèse des lipides. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est le premier à avoir démontré que quand on donne du cholestérol à des lapins, les lapins développent de l'athérosclérose. Mais quand on voit ici, vous voyez sur l'écran à droite, vous avez le dessin de sa main d'une plaque d'athérosclérose. Et dans la plaque d'athérosclérose, vous avez des macrophages et des lymphocytes. Donc déjà à cette époque-là, il avait parfaitement mis le doigt sur le fait que l'athérosclérose, il y a toutes les composantes d'une réponse inflammatoire. Le problème, c'est que dans les années 70-80, il y a Russell Ross, qui est un autre pathologiste qui était à Seattle, aux États-Unis, avait proposé l'idée que en fait, l'athérosclérose se développait après une blessure de l'endothélium, qui était une idée complètement idiote, qui pensait qu'ensuite, à la suite de la blessure endothéliale, les cellules musculaires lisses allaient proliférer un peu comme dans une tumeur et qu'à la fin, ça allait occlure la lumière. Ensuite, il s'est rangé, vous voyez malheureusement à la fin de sa vie, dans le New England en 1989, il a publié une belle revue sur le fait que l'athérosclérose est une maladie inflammatoire chronique. Alors, moi, je vais évidemment faire une focale sur l'inflammation, mais sachez que tout démarre par l'accumulation des lipides, et en particulier des lipoprotéines de basse densité ou de très, très petite densité, les VLDL, qui portent le cholestérol. Vous avez ici l'illustration de ce que je vous dis, c'est un beau travail d'Anapat. Vous avez en haut des plaques descentes qu'on appelle les fatty streaks, les stries lipidiques, et vous voyez qu'en rouge, il y a déjà une accumulation de lipides, alors même que le marquage CD68, qui en gros repère les macrophages, est négatif. Et puis plus on avance dans la maladie, et plus vous voyez les lipides s'accumulent, et là, on commence à avoir l'apparition des macrophages. Alors pour résumer tout ce qu'on a pu accumuler comme données à partir d'utilisation de petites souris modifiées génétiquement, ce qu'on peut dire, c'est que lorsque les LDL ont pénétré à travers l'endothélium, elles vont séjourner dans l'intima, et les LDL natifs toutes seules ne sont pas hétérogènes. Il faut qu'elles subissent des modifications oxydatives, et les LDL oxydés vont activer l'endothélium, le rendre inflammatoire, et l'endothélium va exprimer des molécules d'adhérence de type VK-MICAM et sécréter des chimiokines comme MCP1, CCL2. Vous avez ici l'illustration, c'est dans le labo il y a pas mal d'années. On avait mis des souris pendant 10 jours sous régime hétérogène du gras. Et au bout de 10 jours, alors que la paroi est parfaitement normale, il n'y a pas de monocytes, il n'y a pas de plaques encore, vous voyez là, la bordure en rouge, c'est en fait un marquage pour NF-κB. Donc très rapidement, quand on a mis les souris sous cholestérol, l'endothélium s'active et il exprime VCAM1. Et l'importance de cette activation endothéliale est illustrée par ce travail
des Hollandais qui ont montré que si on invalide spécifiquement dans l'endothélium l'expression de NF-κB en faisant un dominant négatif de I-κB sous le contrôle de taille 2, chez des souris ApoE, vous voyez que aussi bien des mâles ou des femelles, on a une inhibition majeure, très importante de l'athérosclérose. On a touché uniquement à NF-κB dans l'endothélium. Ailleurs, NF-κB peut s'allumer. Alors évidemment, l'athérosclérose, donc la réponse inflammatoire, est déclenchée par les lipides, phospholipides oxydés, mais ensuite, évidemment, l'inflammation vasculaire, vous avez ici une liste non exhaustive d'inducteurs potentiels de l'inflammation, que ce soit les radicaux oxygénés, que ce soit l'angeveux, que ce soit également les EDGE, les Advanced Glycated End Products, les protéines glyquées qui sont abondantes dans le diabète. Donc tout ça, ça peut entretenir l'inflammation et ça va évidemment exagérer la maladie. Alors la preuve que l'inflammation est importante, on peut utiliser un certain nombre de biomarqueurs, en particulier des cytokines pro-inflammatoires, et vous voyez dans cette méta-analyse que par exemple l'interleukine 6, le TNF-alpha ou l'interleukine 18 sont associés à un surrisque d'événements cardiovasculaires, infarctus du myocarde en particulier. Ce qui est très important à retenir, c'est que en fait, la combinaison inflammation et cholestérolémie est un facteur aggravant. Vous avez une très belle étude de Ritker ici qui a corrélé en abscisse le cholestérol et sur l'autre axe le niveau d'interleukine 6 ou de CRP. C'est exactement pareil. Et vous voyez que un individu avec des hauts taux, vous m'entendez? C'est bon? On t'entend, Alain. Il y a quelqu'un qui a le micro pas coupé. Ah, ok. Donc, vous voyez que si on combine le taux de cholestérol LDL et les niveaux de marqueurs inflammatoires, IL6 ou CRP, vous voyez que quand on a des taux élevés de cholestérol et des taux élevés de marqueurs inflammatoires, vous voyez que le risque est multiplié par 10. Donc, en fait, c'est synergique. Ce qu'il faut également comprendre, c'est que la pathologie s'exprime localement, c'est évidemment dans les artères de gros calibre, mais que le contexte inflammatoire de l'individu va contribuer à exagérer la réponse locale de l'athérosclérose. Autrement dit, l'athérosclérose est une maladie inflammatoire, mais elle est exagérée par des comorbidités inflammatoires. Et c'est illustré par le fait que des patients ayant un lupus, par exemple, qui est une maladie auto-immune n'ayant rien à voir étiologiquement avec l'athérosclérose, ben vous voyez que carrément, en tout cas chez les jeunes, même chez les personnes âgées, le risque, l'incidence d'athérosclérose carotidienne est multiplié par 5 ou 7. C'est exactement la même chose chez des patients ayant une polyarthrite rhumatoïde. Alors, si on rentre maintenant dans les mécanismes, comment ça, l'inflammation, comment est-ce qu'elle agit? En fait, elle agit selon deux processus qui font appel d'un côté à l'immunité innée, qui est la réponse rapide face à une infection pathogène, mais là, on est en fait dans une inflammation stérile, on ne parle pas de pathogène, et l'immunité adaptative, qui est une réponse plus lente. Alors, encore une fois, je résume des tas de données qui ont été accumulées à partir de travaux expérimentaux chez la souris. Très rapidement, après activation de l'endothélium, les monocytes vont pénétrer à travers les jonctions endothéliales et l'endothélium, localement, et les cellules vasculaires produisant du MCSF, qui est un facteur hématopoïétique, permet la transdifférenciation des monocytes en macrophages. C'est un processus essentiel qui va conduire ensuite, ces macrophages vont accumuler le LDL qui séjournait dans l'intima et ça va permettre la transformation des macrophages en cellules squameuses. La preuve, c'est que si on bloque MCSF, c'est une étude qui est absolument majeure, si on empêche la différenciation des monocytes en macrophages, vous voyez ici que, alors même que le cholestérol est très augmenté chez des souris, les souris OPOP, c'est des souris qui sont déficientes en MCSF. Vous voyez que leur cholestérolémie est très élevée et pourtant, ces souris ne développent quasiment plus de plaques d'athérosclérose, elles sont totalement protégées. En fait, lorsque le cholestérol s'est accumulé, les macrophages vont internaliser le cholestérol LDL via un certain nombre de récepteurs scavengers de type A, B ou E, en particulier le CD36 joue un rôle particulièrement important. Une autre réponse immune d'importance
et je mets l'accent parce que tout à l'heure, Afid va vous montrer que c'est la cible de stratégie thérapeutique, c'est l'interleukine 1 et l'inflammasome. Il a été montré de manière élégante que la combinaison de LDL qui active le récepteur CD36 associé au TLR1, les toll-like récepteurs TLR1 et TLR4, active l'inflammasome et va permettre à la pro-IL1 d'être traduite en IL1 bêta. Vous verrez avec Afid des données expérimentales qui confirment ça chez l'homme. En ce qui concerne le bras de l'immunité adaptative, c'est-à-dire le rôle des lymphocytes T et B, également, après activation des cellules endothéliales, les T peuvent pénétrer dans l'endothélium. Et là, c'est un travail du groupe de Göran Hansson, il y a des années, une vingtaine d'années maintenant, qui avait montré que si on prend des souris immunodéficientes qui n'ont pas de lymphocytes T ni B, vous voyez que là, comparé à des souris APOE, c'est la barre la plus à droite, les souris SCID, qui sont immunodéficientes, développent beaucoup moins d'athérosclérose. Si maintenant on reconstitue ces souris APOE avec un pool équivalent pour les rendre immunocompétentes de CD4, vous voyez qu'à ce moment-là, les plaques d'athérosclérose réaugmentent. Et vous avez ici la première étude qui confirme chez l'homme que l'activation des lymphocytes, c'est une étude toute récente, parce que jusqu'à présent, on n'avait que des données chez l'animal. C'est une étude extrêmement élégante qui a été faite au Mass General Hospital. Ils ont suivi des patients qui étaient éligibles, des patients cancéreux, qui étaient éligibles pour une immunothérapie qui cible les immune checkpoints, c'est-à-dire en fait qui vont utiliser des anti-PD1 ou anti-CDLA4 qui ont pour effet d'activer les lymphocytes T. Donc en fait, c'est une façon d'activer les lymphocytes T et de les rendre efficients contre les tumeurs. Mais à l'inverse, évidemment, vous voyez ici donc entre des patients qui n'avaient pas subi de thérapie par anti-PD1, la courbe en bleu, et ceux qui avaient été traités par l'antithérapie anti-PD1, vous voyez que le nombre d'événements cardiovasculaires est multiplié par 5. C'est la preuve chez l'homme que si on active les lymphocytes T, on va augmenter le risque cardiovasculaire. Alors pour résumer un peu l'idée, le rôle de l'immunité adaptative, parce que ce serait trop long, il faut simplement savoir que la réponse, c'est essentiellement ce qui drive la réponse pathogène, ce sont les lymphocytes T helper auxiliaires de type TH1, parce qu'ils produisent beaucoup d'interférons gamma. Les lymphocytes T de type TH2 et TH17, leur rôle est plus discuté. On sait que l'interleukine 5 et l'interleukine 13 qui est une signature des TH2, sont clairement anti-athérogènes. Le rôle de l'IL4 est plus contesté. Le rôle de l'interleukine 17, c'est plus compliqué. L'interleukine 17 peut avoir des effets pathogènes ou des effets protecteurs. Mais je vous montre simplement cette étude, qui est une étude clinique qui a été faite par des dermatos, collaboration avec Afid, à Itoufela. En fait, dans cette étude, c'est le même protocole que chez les patients cancéreux. C'est des patients qui ont un psoriasis sévère et qui sont traités avec de l'ustekinumab, qui est un anti-IL-12, IL-23, c'est-à-dire qui bloque la voie du TH17. Et vous voyez que chez les patients qui présentaient un risque élevé cardiovasculaire, c'est-à-dire qui étaient soit diabétiques, soit obèses, soit hypercholestérolémiques, vous voyez qu'après le traitement, le risque de faire des événements cardiovasculaires était multiplié par 4, ce qui n'était pas du tout observé chez les patients qui étaient à risque cardiovasculaire faible. Autrement dit, il faut faire attention avec le traitement anti-IL-17, en particulier lorsque les patients sont à risque. Alors, une autre sous-population de lymphocytes T qui, elle, est clairement anti-athérogène, ce sont les lymphocytes T régulateurs qui produisent du TGF-bêta et de l'IL-10. Les lymphocytes T régulateurs, leur signature génétique, c'est l'expression du facteur de transcription FOXP3, et par de multiples mécanismes, ces lymphocytes T exercent de puissants effets anti-athérogènes. C'est en particulier via la production d'interleukine 10. Vous voyez ici que des souris déficientes en interleukine 10 développent des plaques qui sont très augmentées, très accentuées. Et lorsque l'on invalide, on utilise deux types de souris B7, KO, CD28, peu importe, qui ont la particularité d'avoir dans leur sang un niveau de Treg très diminué. Vous voyez que ces souris-là, quand on les croise ou quand on transplante la moelle à des LDLR, ces souris développent pratiquement 2 à 3 fois plus de plaques d'athérosclérose que les souris immunocompétentes
ayant un pool de Treg normal. Ce qui est intéressant, c'est que le groupe de Klaus Lee a récemment montré qu'on pouvait, chez l'homme, montrer effectivement le rôle de ces T-régulateurs dans le contexte de l'athérosclérose. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé d'un tétramère chargé avec un épitope d'ApoB, un peptide qui reconnaît un épitope d'ApoB 100, qui est la polypoprotéine des LDL. Et vous voyez qu'en utilisant ce tétramère, il a pu identifier dans des populations saines un pool de CD4, extrêmement faible évidemment, mais qui a la particularité d'être majoritairement FOXP3 positif. Autrement dit, les T qui reconnaissent l'ApoB100 chez des individus sains sont essentiellement régulateurs. C'est quelque part, c'est normal, les LDL c'est du soi, l'ApoB et les LDL sont reconnus comme du soi. En revanche, chez des patients qui avaient déjà une athérosclérose subclinique, c'est-à-dire de l'athérosclérose dans les carotides, est extrêmement développé. Vous voyez que ce pool de CD4 était encore un petit peu régulateur, mais était devenu beaucoup plus Tibet, c'est-à-dire TH1, ROR-gamma-T, c'est TH17, ou GATA3, c'est TH2. Donc, vous voyez le pendant chez l'homme. Et à partir de cette notion, Afid va vous montrer comment on peut utiliser effectivement des stratégies pour développer, expandre le pool de Treg. Ici, c'est chez l'animal, une expérience qui a été faite chez l'ApoE, qu'on a traité avec des doses d'interleukine 2 combinées avec un anti-IL2 qui est un anticorps agoniste, qui fait que les Treg augmentent très fortement chez ces souris. Et vous voyez que ces souris traitées par l'IL2 développent beaucoup de Treg et ont beaucoup moins de plaques. Afid va vous montrer tout à l'heure les études cliniques qui sont en cours. Et enfin, je terminerai par le rôle des lymphocytes B. Les lymphocytes B qui, en fait, il y a deux populations, les lymphocytes conventionnels B qui produisent des anticorps et les lymphocytes B1 qui produisent des IgM naturels qui sont plutôt protecteurs dans l'athérosclérose. Les lymphocytes B2 peuvent également stimuler l'inflammation en agissant comme un co-stimulateur des cellules T effectrices. Et en fait, chez la souris, on a pu montrer que si on déplète les souris avec un anti-CD20, qui est l'équivalent du rituximab chez l'homme, vous voyez que les souris développent beaucoup moins de plaques d'athérosclérose. Et vous verrez également, Afid va vous montrer les études qui sont en cours chez l'homme. Alors, pour le message, pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que la vue classique que l'on a de l'athérosclérose, c'est qu'il faut beaucoup de cholestérol pour que, en fait, le cholestérol s'accumule et déclenche une réaction inflammatoire. Je vous ai montré que cette réaction inflammatoire est contrôlée par, d'une part, les B2 et le TH1 qui entretiennent l'inflammation, et à l'inverse, l'inflammation est régulée négativement par l'immunité régulatrice. On peut parfaitement concevoir qu'avec des taux de cholestérol beaucoup plus faibles, mais une immunité TH1 exagérée, des individus qui éventuellement répondent très fortement en produisant de l'interféron gamma, ou ayant une réponse B2 également en produisant avec beaucoup de BAFF par exemple, ou à l'inverse, un profil auto-immun qui fait qu'ils ont des T-régulateurs déficients, ben vous voyez qu'avec le même niveau, avec un niveau de cholestérol beaucoup plus faible, on va avoir exactement le même niveau d'inflammation et donc éventuellement exactement le même niveau de plaque pour des cholestérolémies complètement différentes. C'est l'inflammation qui crée la maladie et c'est le cholestérol qui déclenche la réponse inflammatoire. Voilà ce que je voulais vous dire en même pas 20 minutes. Merci beaucoup Alain pour cette présentation très claire et parfaitement dans le temps, 20 minutes précises. Merci beaucoup Alain. Donc on va passer à l'orateur suivant. On fera questions-réponses à la fin des 3 présentations. Donc Afid, tu peux partager ton écran? Vous le voyez? Non. On voit la fin du diaporama précédent. Est-ce que vous voyez là? Oui, là, très bien. Augmente un peu le son, Afid. Est-ce que là, c'est bon, vous m'entendez? Oui, très bien. Ok, on y va. Donc, bonjour, merci pour cette invitation.
Donc, comme on vous l'a dit, je vais plutôt vous parler des approches plutôt thérapeutiques qui sont en cours de développement dans les maladies cardiovasculaires, spécifiquement dans les pathologies qui dépendent de l'athérosclérose. Voilà. Attendez, voilà. Donc, on parle aujourd'hui vraiment des pathologies cardiovasculaires liées à cette lésion que vous voyez ici, qui avant d'être une maladie est une lésion qui se développe sur l'artère coronaire ici, et qui va, lorsqu'elle va se compliquer, être responsable de manifestations bruyantes, potentiellement mortelles, l'infarctus du myocarde ou l'accident vasculaire cérébral. Et elle peut également récidiver et être responsable d'une modification de sa structure qui, in fine, aboutit de façon chronique à un rétrécissement du diamètre endoluminal. Et ce qu'on sait, Alain vous l'a bien expliqué, c'est que l'inflammation innée et adaptative, elle joue un rôle à toutes les étapes à la fois de la formation et des complications de l'athérosclérose qui vont interagir entre elles et avec des cellules vasculaires. Leur preuve aujourd'hui suffisamment importante pour que des approches thérapeutiques soient en développement. Mais avant le développement dans les populations générales, on avait, comme vous l'avez dit, accès à certaines données dans des pathologies chroniques où on s'est rendu compte que moduler l'immunité pouvait avoir un rôle et un effet bénéfique dans les maladies cardiovasculaires. L'exemple, ce sont ces maladies inflammatoires chroniques qui touchent la peau pour le psoriasis, les articulations pour l'arthrite rhumatoïde ou enfin la maladie de Crohn pour l'inflammation intestinale. Et on sait que dans ces pathologies, il existe un surrisque cardiovasculaire. Vous pouvez voir sur cette méta-analyse avec près de 40 000 malades ayant une polyarthrite rhumatoïde que de façon après ajustement, le risque de faire un infarctus ou un AVC, vous voyez, multiplié de 1,5 à 1,2. Et on a les mêmes données dans le psoriasis, dans cette cohorte anglaise de patients suivis en ville en médecine générale. On s'est intéressé à la relation entre l'étendue du psoriasis et le risque de faire un infarctus. Vous pouvez voir que les patients qui ont un psoriasis ont un surrisque d'infarctus qui est d'autant plus important que le psoriasis est étendu, et ceux à des âges très jeunes, vous voyez qu'autour de 20 ans, on a un ratio de près de 3. Et dans ces maladies, on a identifié des acteurs immuno-inflammatoires communs au développement de l'athérosclérose et donc des thérapies ciblées. Par exemple, des anti-TNF, des anticorps monoclonaux qui neutralisent le TNF. Et on s'est intéressé aux effets dans cette population des anti-TNF. Une étude ici italienne où on compare des patients traités par des immunomodulateurs non sélectifs qu'on appelle des DIMAR avec des patients traités par des anti-TNF pendant environ 4 ans et demi. Et ensuite, on regarde par échographie la présence ou non au niveau carotidien de lésions. Et vous pouvez voir qu'après cette période de traitement, les patients qui reçoivent des anti-TNF ont une diminution de plus de 50% de la prévalence des plaques d'athérosclérose carotidienne. On s'intéresse cette fois aux événements cliniques, cette fois dans une population de patients pareils qui ont un psoriasis aux États-Unis. Donc, c'est surtout des données de registre avec des patients qui sont admis pendant 1 an autour de 2000 et suivis pendant 5 ans. Et on compare la trajectoire cardiovasculaire des patients qui reçoivent soit du méthotrexate, soit des anti-TNF. Le méthotrexate lui-même a déjà un petit effet. Et là, on regarde si l'anti-TNF, qui est une meilleure activité sur la lésion cutanée, a un effet bénéfique sur les événements cardiovasculaires. Vous avez ici les événements sur 5 ans et vous voyez que chez le groupe méthotrexate, on a environ 15% de patients qui vont présenter un événement cardiovasculaire. Et de façon significative, le groupe traité par anti-TNF fait beaucoup moins d'événements cardiovasculaires, corroborant le fait que les anti-TNF ont un effet et sur le développement de l'athérosclérose et sur les événements cliniques athérothrombotiques. Dans ce travail sur la polyarthrite rhumatoïde, on travaille sur l'effet écho que décrivent les Nord-Américains, c'est-à-dire la relation entre la réponse sur la maladie systémique et la réponse cardiovasculaire. Vous avez 3 groupes de patients, des patients qui sont des bons répondeurs sur les lésions articulaires, des réponses modérées aux anti-TNF ou des patients qui ne répondent pas. Et vous voyez que quand les patients répondent très bien aux anti-TNF, ils ont le même risque cardiovasculaire que la population générale. En revanche, lorsqu'ils n'ont pas d'effet des anti-TNF sur la maladie, vous voyez que leur risque cardiovasculaire augmente jusqu'à atteindre 2 fois celui de la population générale. Une autre cytokine d'intérêt dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est l'IL-1β. Alain vous en a parlé. Une des particularités de l'IL-1β, c'est d'être induit par différents signaux de danger, au premier rang desquels on trouve dans le contexte de l'athérosclérose les cristaux de cholestérol
Également d'autres signaux de danger comme l'ATP, par exemple, libéré par des cellules qui meurent. Et l'IL-1β, sa particularité, c'est qu'elle est synthétisée sous forme d'une prohormone et nécessite pour être activée l'engagement de l'inflammasome et notamment d'un complexe macromoléculaire qui s'appelle NLRP3, qui va cliver et libérer cette IL-1β. Et pour vous faire quelque chose de long, un message simple, il y a un certain nombre de données expérimentales qui montrent que l'IL-1β est impliquée à toutes les étapes de l'athérogénèse, puisqu'elle va activer les cellules endothéliales, elle va participer au recrutement des cellules inflammatoires, leur activation dans la paroi vasculaire, de telle sorte que la plaque va se développer, et également jouer sur l'apoptose, la mort dans la plaque, le blocage de la synthèse de collagène et finalement une activation des métalloprotéases matricielles qui vont grignoter cette chape fibreuse et participer aux événements cliniques athérothrombotiques. Et à partir de ces données, des travaux humains ont été faits, notamment cette grande étude publiée en 2017 que vous connaissez tous, qui est l'étude CANTOS, qui a testé cette fois sur les patients décours d'un infarctus du myocarde, une stratégie ciblant l'IL-1β avec un anticorps neutralisant anti-IL-1β versus placebo chez des patients à haut risque cardiovasculaire qui, après correction des facteurs de risque traditionnels, et ça c'est très important, gardent une inflammation systémique de bas grade identifiée sur le fait qu'ils aient une CRP ultrasensible circulante à plus de 2. Et donc cette étude, elle est intéressante. C'est une étude qui cible des patients qui ont un traitement anti-ischémique optimal et qui gardent une inflammation chronique de bas grade. Et dans cette étude, vous voyez qu'on teste plusieurs doses et les doses croissantes avec un plateau pouvant à 150 mg d'anti-TNF réduisent rapidement, au bout de 3 mois, la CRP ultrasensible et donc contrôlent l'inflammation systémique. Et dans cette étude, lorsqu'on regarde l'objectif primaire qui est composite comme souvent ou les objectifs secondaires, le fait de donner un anti-IL-1β neutralisant réduit les événements cardiovasculaires athérothrombotiques à l'étage coronaire ou à l'étage carotidien et également, dans un critère combiné, la mortalité. Donc ça, c'est vraiment très important parce que c'est la première fois qu'on montre qu'en ciblant spécifiquement une seule cytokine, dans le contexte athérothrombotique, on a un effet bénéfique chez l'homme. Lorsque ensuite ces données ont été retravaillées par les méthodes de Ritker, ils se sont posé la question de l'identification d'une sous-population qui pourrait bénéficier le plus de ce traitement. Et donc, ils ont regardé la variation d'IL-6 entre l'admission et 3 mois après la première dose, et ils ont identifié une population qui baisse à plus de 50%, inférieure à la médiane. Et vous voyez que les patients qui, au bout de 3 mois, vont baisser à plus de à une valeur d'IL-6 inférieure à la médiane, vont avoir une réduction majeure des événements cardiovasculaires, alors que les autres ne vont pas répondre, qui d'ailleurs propose une approche plus personnalisée de cette thérapeutique, mais qui soulève des questions. Est-ce que c'est finalement un effet médié par l'IL-6? Est-ce que l'IL-6 traduit uniquement le fait de répondre? C'est des questions qui restent en suspens. Une étude qui a été mise en place par le même groupe à peu près en même temps est l'utilisation de faibles doses de méthotrexate avec un niveau de preuve dans les maladies cardiovasculaires assez faible. On ne sait pas bien comment ça marche le méthotrexate. On sait que c'est un puissant antimitotique qui agirait sur la prolifération des T. Il y a des études qui suggéreraient que ça a un effet sur les T régulateurs, mais en tout cas, le fait que ça propose certaines protections dans le cadre de maladies inflammatoires a poussé Paul Ritker et ses collaborateurs à les tester cette fois dans une population de coronariens à haut risque, c'est-à-dire avec une maladie cardiaque aiguë ou une lésion multicoronaire associée soit à un diabète ou un syndrome métabolique. Et vous voyez que dans cette étude, on a comparé faible dose de métaux et placebo. Lorsqu'on regarde après 8 mois l'effet de cette thérapeutique de low dose méthotrexate sur des marqueurs inflammatoires, on ne met pas du tout en évidence de réduction, mais de façon intéressante, dans la population, on n'a pas screené les patients sur la CRP, et la CRP médiane dans l'étude est 1,5, donc c'est très très basse, alors que dans l'étude CANTOS, en médiane, elle était à 4,2. Donc finalement, on a essayé de donner un immunomodulateur chez une population chez qui l'inflammation systémique était diminuée, et les effets, vous les connaissez, c'est que l'étude est négative, le méthotrexate n'a aucun effet sur les événements cardiovasculaires majeurs. Une autre molécule dont on reparle beaucoup, on dit reparle puisque la colchicine, qui est un poison du fuseau, c'est vraiment une très très vieille molécule qu'on utilise en médecine dans un certain nombre de maladies inflammatoires chroniques, qui a amené à des études cliniques, même si on ne connaît finalement pas très très bien ses mécanismes d'action. On sait que c'est un bloqueur de la polymérisation de la tubuline, donc ça agit sur le cytosquelette,
qui pourrait influencer la mobilisation, le trafficking des cellules circulantes, des cellules myéloïdes. C'est impliqué dans la modulation des sélectines, donc ça influencerait l'interaction entre les cellules circulantes, la paroi vasculaire et leur diapédèse dans l'intima. Également, jouerait sur l'inflammasome et donc l'IL1β dont on a déjà parlé. Un certain nombre de travaux récents ont été publiés avec des résultats extrêmement intéressants. Je vous ai choisi une seule étude, qui est l'étude australienne, qui cette fois a testé la colchicine uniquement chez les patients qui ont une coronaropathie stable, après 6 mois sans événement, avec un certain nombre de critères d'exclusion. On a exclu les patients qui étaient probablement les plus comorbides, avec une maladie rénale chronique, une dysfonction VG sévère, etc., avec un suivi qui s'approche des 3 ans. Et cette étude, vous avez ici la table avec les ratios, est positive sur tous les critères combinés ou l'immense majorité des critères qui relatent les événements athérothrombotiques. Dans le groupe colchicine, on a une réduction des événements ischémiques cardiaques et des événements type AVC, etc. Pas de réduction sur la mortalité seule, peut-être pour un monde de puissance. Donc la colchicine apporte un bénéfice. Et une étude, encore une fois, a été faite par analyse protéomique sur un sous-groupe de ces patients, avec une collaboration entre l'équipe australienne et des Néerlandais, qui a étudié un certain nombre de voies de signalisation et qui montre que les effets finalement de la colchicine sont pléiotropes, puisque ça agit sur l'activité des neutrophiles. Vous voyez ici dans ce code couleur, ça agit sur les costimulations membranaires, la production de cytokines et de chimiokines. Donc les effets de la colchicine sont vraiment très importants et anti-inflammatoires et semblent être protecteurs. Lorsqu'on avance, on peut aussi imaginer une activité régulatrice qui serait en amont, c'est-à-dire sur des voies de signalisation exprimées par les cellules myéloïdes qui aboutiraient à la production de cette cytokine. Dans le laboratoire, un des exemples sur lesquels on travaille, c'est un récepteur qui s'appelle TREM1, qui est un récepteur exprimé par les cellules myéloïdes, dont on ne connaît pas très bien les ligands, mais qui a l'intérêt d'induire de façon très importante l'activation des voies comme l'NF-κB dont Alain vous a parlé, la voie des MAP kinases régulant la production de cytokines, de chimiokines, également la survie de tissu. Et en fait, ce qu'on a montré, c'est que TREM est up-régulé lorsque les animaux sont exposés à un régime riche en matière grasse. Ici, c'est de la cytométrie en flux avant et après mise sous régime en matière grasse. Vous voyez une augmentation de son expression, tout comme une expression importante dans des plaques d'athérosclérose humaine au niveau des zones riches en lipides. Vous voyez ce marquage membranaire des cellules spumeuses, surtout dans les plaques inflammatoires athéromateuses. Et avec différentes approches, on a montré son implication dans l'athérosclérose. Ici, un modèle de chimère où lorsqu'on invalide TREM1 dans la moelle, on réduit le développement de l'athérosclérose, on réduit l'inflammation dans les plaques et également la mort cellulaire. Et en fait, c'est intéressant puisque cette fois, contrairement aux approches ciblées sur des cytokines, on se situe en amont et en bloquant TREM, on bloque différentes voies pro-athérogènes comme la régulation de cytokines pro-inflammatoires, l'update des lipides et également le trafficking cellulaire. On a testé des approches pharmacologiques avec des bloqueurs de TREP qui sont des récepteurs decoy. Et on a montré qu'en traitant les animaux avec ce bloqueur de TREM, on réduit l'athérosclérose. Et on n'est pas très loin de l'humain puisque cette peptide est aujourd'hui développée chez l'homme et en cours de validation, notamment dans des pathologies inflammatoires aiguës comme le sepsis. Et il pourra probablement être testé chez l'homme prochainement. Après vous avoir parlé des approches de l'immunité ciblant plutôt l'immunité innée, on peut discuter des approches ciblant la réponse adaptative, tout d'abord T. Et comme vous l'avez dit, Alain, on a dans le laboratoire identifié il y a une quinzaine d'années une des rares populations qui protègent contre l'athérosclérose, qui sont les lymphocytes T régulateurs, qui ont cette capacité à bloquer la réponse T pathogène effectrice. Et donc, une des questions, c'est de dire comment est-ce qu'on peut utiliser ces populations protectrices pour protéger contre l'athérosclérose. Et bien, une des approches, c'est d'utiliser les faibles doses de IL-2, comme vous l'avez dit, Alain. Cet IL-2 a la possibilité de maintenir le pool des T régulateurs, leur nombre, leur activité. Et donc, lorsqu'on traite des animaux avec des faibles doses, on augmente ce pool de T régulateurs et on prévient. Et cette stratégie qui est actuellement teste Zianmala en Angleterre, dont je vais vous parler, mais avant ça, sachez qu'il y a des données chez l'homme qui suggèrent qu'on peut donner des toutes petites doses d'IL-2 dans les maladies inflammatoires. Ici, c'est un travail de l'équipe de médecine interne de la Pitié-Salpêtrière, où il y a une dizaine d'années, ils ont donné des toutes petites doses d'IL-2 à des patients qui avaient une vascularité liée à la cryoglobulinémie dans le cadre d'une hépatite C chronique. Ils ont montré dans le graphique du bas sur une dizaine de patients, mais lorsqu'on donne ces doses d'IL-2, on expand les T régulateurs. Et cette expansion s'accompagne d'une amélioration d'un score clinique global de ces patients.
Et donc, cette stratégie, on peut l'appliquer, et c'est ce qu'est en train de développer Ziad Mala à Cambridge et également à Paris, où il teste l'utilisation de faibles doses d'IL-2 de façon répétée chez des patients qui ont une coronaropathie stable ou instable. Et ici, c'est aussi une étude de phase 1-2 qui valide cette approche chez les patients qui ont une coronaropathie. Et il montre, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, que lorsqu'on donne des petites doses d'IL-2, on augmente les T régulateurs dans cette population. Ici, sur le graphique de gauche, vous avez une augmentation à partir de 1,5 million d'unités par jour. Il semble y avoir un petit effet supplémentaire, mais c'est non significatif, pour une dose à 2,5. Cet effet ici à 5 jours semble spécifique des T régulateurs sans avoir d'effet sur les T effecteurs, ce qui est très prometteur. Et lorsqu'on regarde cette fois un temps un peu plus long, vous avez ici des analyses à 6 jours, ici à 13 jours, on voit que les deux doses ont un effet très très marqué et quasi spécifique à 6 jours sur les T-règles. En revanche, la forte dose semble avoir d'autres effets, notamment sur les T-effecteurs et les cellules NK, suggérant qu'il faut probablement utiliser cette dose la plus faible pour de façon subtile induire une expansion des T-règles sans affecter d'autres populations. Enfin, la population dont on voulait vous parler avec Alain, c'est bien sûr de ces lymphocytes B, les lymphocytes B2, et dans le laboratoire, nous avons, avec d'autres équipes dans le monde, mis en évidence le rôle pathogène des lymphocytes B2 dans le développement de l'athérosclérose et également dans le remodelage cardiaque post-infarct. Et le fait de débléter dans des modèles animaux ces lymphocytes B protège à la fois contre le développement de l'athérosclérose et le remodelage cardiaque et l'insuffisance cardiaque post-ischémique dans les modèles animaux. Et ces résultats nous ont poussé à aller plus loin et à avoir des approches translationnelles chez l'homme. Et vous avez sur cette diapositive les premiers travaux, qui sont les études actuellement menées entre Paris et Cambridge, où on teste une approche immunomodulatrice basée sur la déplétion B, avec une injection unique d'anti-CD20 chez des patients. Donc ici, c'est une étude proof of concept où on donne chez des patients au décours d'un infarctus du myocarde, des patients sténiques après l'angioplastie, dans les 48 premières heures, une seule dose intraveineuse de rituximab. Et ensuite, vous avez le monitoring au cours du temps de ces populations dans le sang. Vous avez 4 doses de 200 à 1000 mg et les différentes populations. Et vous pouvez apprécier que l'injection de cet anticorps est très efficace puisqu'il permet de dépléter très rapidement, au bout de 30 minutes, ces lymphocytes B et de façon durable jusqu'à, vous voyez, plusieurs mois. Donc cette étude qui s'appelle RITA-EMI 1 est une étude également de sécurité, montre qu'on a la possibilité de dépléter ces lymphocytes B et que cette déplétion, elle est safe en anglais, c'est-à-dire qu'il y a une certaine sécurité puisqu'il y a très peu d'événements indésirables liés à son utilisation. Et donc, cette étude a ouvert la porte à une autre étude, qui est l'étude RITA-MI2, qui vient d'être financée au niveau européen, coordonnée au PARC par Ziad Mala, qui vise à évaluer cette fois les effets cliniques de la déplétion B en phase aiguë d'infarctus, avec 13 centres qui vont participer dans 8 pays, avec une déplétion en phase aiguë d'infarctus, avec un critère de jugement principal qui est l'amélioration de la fonction contractile du ventricule gauche, et également des événements autres qui sont l'inflammation vasculaire et également les événements cardiovasculaires majeurs. Donc, au total, Alain vous l'a dit, on a clairement une implication de l'immunité innée et adaptative dans le remodelage cardiaque post-ischémique, mais surtout dans le développement de l'athérosclérose et ses complications athérothrombotiques, que ces données qui viennent des fondamentalistes, des anatomopathologistes et des cliniciens ont ouvert des perspectives thérapeutiques qui sont basées sur l'immunomodulation. Et cette immunomodulation, elle peut cibler des cytokines, comme on vous en a parlé initialement avec l'IL-1β, le TNF, et elles peuvent également cibler des récepteurs, on en a parlé de près, mais également des populations, comme les lymphocytes B, les lymphocytes T régulateurs, qui vont tantôt bloquer ces populations et les dépléter comme les lymphocytes B, tantôt les expandre comme les faibles doses d'IL-2 pour les T-règles et ainsi réduire le risque cardiovasculaire athérothrombotique. Je vous remercie de votre attention et je remercie un certain nombre d'acteurs qui nous aident à mener ces travaux. Merci Hafid pour cette présentation. On va laisser les questions pour la fin. Donc, on va passer à la troisième oratrice. Donc, Pina, tu peux partager ton écran? Oui.
Vous voyez la présentation? Très bien. Ça, c'est le ciel qu'on voit depuis mon balcon. Alors, pourquoi le CD31? Moi, je suis un fanatique de CD31. En fait, je suis arrivée un petit peu par hasard, parce que quand je suis arrivée à Paris pour mon postdoc, j'avais à la disposition pas mal de tissus artériels qui venaient des anévrismes athérothrombotiques, pas les anévrismes infectieux, mais les anévrismes athérothrombotiques. Et donc, je voulais étudier un petit peu les lymphocytes qui étaient infiltrés dans ce tissu. Et pour le faire, j'ai fait ce que j'appelle une soupe d'athérosclérose, c'est-à-dire avec des enzymes, on pouvait dissocier les différentes cellules. J'ai utilisé le CD31 pour reconnaître les cellules endothéliales dans cette soupe. Mais comme j'avais fait des marquages en même temps avec des marqueurs de lymphocytes, par exemple CD8 et CD4, je me suis retrouvée avec des populations qui co-exprimaient le CD31 et ces marqueurs plutôt spécifiques des lymphocytes. Donc, j'étais un petit peu interpellée. Je suis allée voir sur les coupes. Là, c'est une coupe d'un anévrisme athérosclérotique. Vous voyez qu'il y a quelques cellules inflammatoires du côté des plaques, mais dans ces échantillons, il y en a vraiment beaucoup de lymphocytes du côté de l'adventice, dans ce qu'on appelle des TLO, c'est-à-dire des organes lymphoïdes tertiaires, parce que c'est une maladie qui évolue vraiment de façon chronique. Il y a beaucoup de tissus inflammés. Et donc, comme dans toutes les maladies chroniques inflammatoires, les TLO peuvent se développer in situ dans les tissus inflammés. Et donc, ces TLO ils sont composés majoritairement de lymphocytes B, avec une couronne de lymphocytes T, comme les centres germinatifs dans les tissus lymphoïdes secondaires. Mais il y a aussi pas mal de cellules qui expriment le CD31. Et j'ai trouvé donc ces populations de lymphocytes CD4 et CD8 qui exprimaient le CD31 dans les tissus, vous voyez ça en bas, mais aussi dans le sang. Et ce qui était curieux, c'est que dans le sang, il y avait deux populations, une population positive pour le CD31 et une population négative. Alors que dans le tissu, je ne trouvais que la population négative pratiquement, quasiment. Donc j'ai commencé j'ai essayé de savoir si cette population de lymphocytes CD31 négative était associée d'une façon ou d'une autre à la sévérité de la pathologie chez la souris et chez l'homme. Donc ça, ce sont mes deux papiers de postdoc. En France, il y en avait une chez la souris, APOE, la souris que Afid vous a décrit et que Alain vous a décrit aussi. Ce sont des souris qui développent des lésions d'athérosclérose de façon spontanée. Et si on attend assez longtemps, au bout d'un an, ils commencent à faire aussi des phénomènes de thrombose spontanée sur les plaques. Et donc, j'ai voulu savoir si la fréquence des lymphocytes périphériques CD4 qui n'exprimaient pas le CD31 était associée aux événements, puisque c'est cette population-là que je retrouve dans les lésions chez l'homme. Et effectivement, c'est le cas, c'est-à-dire plus on a de lymphocytes qui ont perdu le CD31 sous l'axe des Y, plus la fréquence de la thrombose sur plaque est augmentée. Et après, j'ai étudié le même phénomène chez l'homme, que ce soit sur l'anévrisme, qui était le point de départ de mon travail, mais aussi sur les patients avec maladie coronaire. Dans le sang périphérique, est-ce que le pourcentage de lymphocytes T ayant perdu le CD31 était proportionnel à la sévérité, en quelque sorte, de la maladie? Et c'est le cas. Pour l'anévrisme, on peut mesurer la progression et la sévérité en termes de diamètre de l'anévrisme. Et pour les patients avec coronaire atteinte d'athérosclérose, on peut le distinguer en angor d'effort, en gros, stable, et angor au repos, unstable. Et donc, du moment où il y a une association entre la sévérité de la pathologie et la perte de CD31, il fallait que je sache à quoi ça sert ce CD31. Et il était décrit que le CD31 était une molécule d'adhérence, adhesion molecule. Mais en fait, quand je regardais bien la littérature en détail, je trouvais que même avant moi, d'autres personnes avaient montré que le CD31 n'était pas une molécule d'adhérence, mais plutôt un récepteur régulateur. En fait, le problème, c'est que quand il a été cloné, on s'est concentré sur la portion extracellulaire. Ça, c'est une très grosse protéine transmembranaire avec à l'extérieur 6 domaines de type IG-like, c'est-à-dire des loupes comme les immunoglobulines. Et comme il est exprimé essentiellement aux jonctions intercellulaires de l'endothélium et que beaucoup de molécules d'adhérence ressemblent au CD31 dans ce sens où il y a beaucoup de IG-like domaines dans leur portion extracellulaire, on a fait un raccourci et Peter Newman a dit, bon, bah, c'est une énième molécule d'adhérence, c'est pourquoi il l'appelait PECAM. Platelet Endothelial Cell Adhesion Molecule, parce qu'il était aussi, à l'époque, il était connu qu'il était très exprimé dans les plaquettes.
Mais en fait, dès que les premières souris KO ont été générées, le phénotype était contradictoire avec cette assumption, parce qu'en l'absence de CD31 sur la droite, les leucocytes ils adhéraient beaucoup plus dans les vénules post-capillaires. Ici, c'est dans le mésentère d'une souris soumise à un modèle d'acide. En fait, si c'était une molécule d'adhérence, les KO devaient montrer moins d'adhérence des leucocytes. Eh bien, c'était le contraire. Et 10 ans après, en gros, Peter Newman, il dit, je me suis trompé, j'ai donné le bébé à la mauvaise famille à la naissance. Il dit, switched at birth. Donc, en fait, la vraie famille de CD31, ce n'est pas les CAM, mais c'est plutôt les ITIM. Excusez-moi, je touche ma souris n'importe comment. Et donc, les ITIM, ce sont des motifs intracellulaires. Donc, on avait regardé du mauvais côté, en fait. Si on regarde dans la queue cytoplasmique du CD31, on trouve des tyrosines qui font partie, qui sont encastrés dans des motifs canoniques qu'on appelle ITIM. Et en fait, ces récepteurs de type ITIM, ils sont aussi dotés dans la portion extracellulaire de loop Pigel-like. Mais il faut les regarder du côté intracellulaire. Et la particularité de ces ITIM, c'est que quand ils sont phosphorylés, au lieu de recruter des kinases, ils recrutent des phosphatases. Et en fait, ça fait du CD31 un immune checkpoint. Les ITIM récepteurs, ce sont les immune checkpoints. Et la magie de CD31, c'est qu'étant exprimé non seulement par des cellules qui voyagent en single cell suspension dans le sang, mais aussi par des cellules qui sont adhérentes. Et donc, par définition, ils se touchent sans arrêt, ils se touchent tout le temps, et que c'est un récepteur transhomophile. Donc, le fait qu'il était capable d'établir des liaisons avec lui-même, ça ne faisait pas de lui une molécule d'adhérence, mais plutôt un récepteur transhomophile, parce que le K-on, K-off de cette liaison, il est très éphémère. Donc, c'est un récepteur transhomophile. Et étant transhomophile, étant exprimé par les cellules qui voyagent dans le sang et les cellules qui sont adhérentes, fait qu'il doit avoir, il a des propriétés physiologiques indiscutables. Et la preuve, s'il en fallait une, c'est que chez l'homme, il n'y a pas de KO CD31. Et chez la souris, quand on fait un KO CD31, dès qu'on lui donne un stimulus suboptimal, on déclenche des réponses inflammatoires très exagérées. Mais la magie de ça, c'est que les phosphatases que le CD31 amène dans les sites de signalisation, dans le cas des cellules endothéliales, elles sont bénéfiques. Et c'est pourquoi l'homéostasie peut être maintenue avec une seule molécule, c'est parce que cette molécule elle attire des phosphatases et que les phosphatases, ils découpent les fonctions qui sont tyrosine kinase dépendantes et ce sont essentiellement toutes les fonctions pour l'activation des plaquettes et des leucocytes du sang. Alors qu'au niveau des cellules endothéliales, le fait d'amener des phosphatases libère des voies qui sont essentielles pour les fonctions physiologiques, comme par exemple la survie, la fonction de barrière ou la libération de prostacycline. Et donc, tant que le CD31 est exprimé par toutes ces cellules, ces molécules constitutives, tout va bien. Le problème, c'est qu'avec l'âge ou avec des stimulations répétées, comme par exemple des injuries répétées, des infections répétées, des troubles métaboliques, eh bien, le CD31 ne peut plus fonctionner parce que soit il n'est plus capable de se reconnaître à cause, par exemple, de la glycation dans le cadre du diabète, soit parce qu'il est excessivement clivé. Parce que voilà, le clivage, c'est quelque chose qui survient à tous les ITIM récepteurs lorsqu'ils sont engagés dans une plaque de signalisation et que la cellule décide de s'activer. Les protéases de membrane coupent ces molécules qui sont des freins. Et donc, la cellule qui décide de s'activer, elle coupe son frein. En physiologie, le CD31 d'une cellule rencontre le CD31 d'une autre, et s'il est stimulé en même temps, si les cellules sont stimulées en même temps, les tyrosines des lithium de CD31 qui sont phosphorylées ramènent les phosphatases qui peuvent découpler la voie tyrosine kinase qu'il a allumée. En fait, c'est un rétrocontrôle qui permet aux cellules de ne pas s'activer et dans le cadre des cellules endothéliales aussi de les garder dans leur fonction physiologique. Mais comme je vous le disais, la glycation, mais même des polymorphismes qui peuvent exister, il y a des personnes qui sont plus susceptibles à faire des maladies auto-immunitaires, eh bien, dans ces conditions, le CD31 ne peut pas se reconnaître avec lui-même parce que les résidus qui sont importants pour la liaison transhomophile peuvent être atteints par ces modifications, soit les polymorphismes, soit la glycation. Et l'autre condition dans laquelle il ne marche plus, c'est quand il est clivé, parce que la portion qui est nécessaire pour la reconnaissance, elle est partie. Et donc, il ne peut pas être engagé. Et donc, dans ces conditions-là, on a besoin de récupérer la fonction de CD31. Et je me suis creusé un petit peu la tête pour essayer de comprendre comment le faire. Et au départ, j'ai utilisé une molécule qui était en fait une molécule complètement style Frankenstein. C'était une chimère entre la portion extracellulaire de CD31 et le fragment
FC des immunoglobulines humaines de type IgG1. Cette construction venait de Hannes Stockinger à Vienne. Il l'avait utilisée dans un autre cadre pour d'autres raisons. Je lui ai proposé de faire une collaboration. Et dans ce papier, en fait, on a travaillé avec Afid et avec Alain parce qu'on s'est rendu compte que le fait de récupérer la fonction du CD31 faisait aussi augmenter la proportion de lymphocytes T régulateurs dans le sang circulant des souris aux dépens des cellules effectrices. Parce que le CD31 l'exprimait entre autres par le lymphocyte T et qu'il est capable avec ses phosphatases de découpler les voies d'activation et d'augmenter via la voie GAB, ERK et MAP kinase l'expression de FOXP3. Donc, Émilie, ça a été ma première étudiante en thèse et j'étais très contente d'avoir cette première démonstration que mon hypothèse du CD31 comme molécule à cibler pour l'athérosclérose n'était pas complètement farfelue. Mais cette stratégie, elle était difficilement réalisable chez l'homme. On ne pouvait pas faire, c'était en fait un transfert de gènes, d'ADN dans le muscle squelettique de la souris. À l'époque, au moins, on ne pouvait pas envisager ça. Et donc, je me suis inspirée du travail de Zender. Zender, en 1995, avait montré qu'un peptide issu de CD31, dans une zone bien particulière, qui est en fait la zone la plus proche de la membrane, ce peptide il est capable de diminuer l'activation des lymphocytes dans une réaction mixte. C'est dans le cadre, il travaillait sur la greffe de moelle, Zender. Et donc, in vitro, il utilisait des lymphocytes d'une personne avec des cellules présentatrices d'antigènes d'une autre personne. C'est ce qu'on appelle le mixed lymphocyte reaction. Et la présence de peptides du CD31 dans cette portion-là était capable d'inhiber la prolifération des lymphocytes en alloréactivité, qui est quand même très violente comme stimulation. Et même in vivo, donc dans un modèle de graft versus host disease, c'est le rejet de la moelle qui a été transféré pour des raisons X ou Y, eh bien, dans ce modèle, le peptide était capable de faire survivre davantage les souris qui autrement succombaient au bout de quelques jours. Et en fait, on s'est rendu compte que ce peptide était capable de clusteriser dans les zones où le CD31 pouvait être clivé. En réalité, le CD31 n'est pas clivé partout, mais dans une zone particulière qu'on appelle le SMAC, le Supramolecular Activation Complex. Ici, vous voyez un lymphocyte T avec une cellule présentatrice d'antigènes. Même s'il se touche ces deux cellules, le CD31 en vert ici ne se regroupe pas au point de contact. Mais il suffit de stimuler le TCR de lymphocyte T, ici c'était par un superantigène, et vous voyez que tout le CD31, en fait, il se regroupe à l'endroit où le CD3 marqué en bleu ici, c'est aussi regroupé. En fait, le CD3, il se regroupe au centre de ce supramolecular activation complex, et le CD31, comme le CTLA4, comme le PD1 ou comme tous les autres items, se regroupe aussi au milieu de ce centre supramoléculaire. Et ce qui se passe, c'est que quand la cellule décide de s'activer, là où le cluster de TCR s'est formé, le CD31 est clivé. Vous voyez que le marquage en vert, il est positif tout autour de la synapse immunologique, mais pas là, exactement là, où la cellule a décidé de faire activer la kinase en aval du TCR. Alors que le domaine 6, le marquage en rouge, le domaine 6 de CD31 fait un disque complet. En d'autres termes, dans ces endroits, le CD31 n'est pas absent comme on l'aurait pu penser avec ce marquage-là, il est juste coupé, il est clivé. Et donc, en fait, j'ai commencé à imaginer que le peptide de Zender, puisqu'il était issu de cette zone précisément, pouvait être la séquence impliquée dans la clusterisation du CD31 et que peut-être le fait qu'il était clivé, normalement, ça faisait dissoudre les clusters, c'est ce qu'on voit en fait ici, dans ce marquage TIRF. On voyait que ces clusters de CD31, après une stimulation TCR, ils pouvaient se dissoudre avec le temps. Et si on faisait un cross-linking de CD31 artificiel, ou alors si on injectait le peptide dans le puits de culture en même temps que la stimulation, on voyait que les clusters étaient soutenus, étaient maintenus. Donc, en fait, je me suis dit que le peptide de Zender marchait parce qu'il maintenait le cluster en place. Je vous la fais courte. Donc, avec le TIRF, on a pu vérifier que c'était le cas. Et on a donc travaillé au peptide qui pouvait maintenir les clusters parce qu'il se trouvait dans la zone qui était cis-homophile, c'est-à-dire homophilique sur le plan de la membrane, alors que l'engagement du récepteur, il est homophile en trans. Et Giulia Fornasa, qui était ma deuxième étudiante en thèse, elle a travaillé sur l'utilité éventuelle de ce peptide dans l'athérosclérose, dans un modèle de dissection à l'angiodeux qui se transforme plus tard
un anévrisme. Et dans ce modèle, on avait pu aussi vérifier que l'étendue de l'athérosclérose, qui est aussi augmentée par l'infusion d'angiotensine 2, pouvait être réduite par l'injection de peptides. Et l'injection de peptides, donc, ça réduisait la taille de l'athérosclérose. Et du côté de l'adventice, on voyait aussi qu'il y avait beaucoup moins de leucocytes infiltrés. Et Francesco et Baruna, qui ont été mes étudiants en thèse un peu plus tard, ont travaillé sur l'utilité de ce peptide dans une autre complication de l'athérosclérose, qui n'est pas la thrombose, mais qui est plutôt la dissection et l'anévrisme lui-même. Donc, inspiré du travail avec l'angio 2, ici vous voyez la même chose chez la souris, mais on a regardé davantage l'anévrisme, j'ai voulu savoir chez l'homme si, suite à une dissection de la paroi aortique, l'évolution vers un anévrisme ou l'évolution vers une cicatrisation bien solide qui puisse faire face aux contraintes hémodynamiques était associée à une présence ou pas de CD31 sur les macrophages. Les macrophages, ils expriment aussi beaucoup de CD31. Et ici, vous voyez que dans une dissection, vous savez que c'est disséqué parce que l'élastine est cassée ici, dans une dissection d'un anévrisme chez l'homme, avec une infiltration majeure de macrophages marqués par le CD68 en fuchsia. Et dans cette zone-là, les macrophages, ils expriment pas beaucoup de CD31 en vert, alors qu'ils expriment pas beaucoup non plus de CD63 en rouge, mais ils expriment beaucoup plus de HLA-DR, donc de MHC de classe 2, que sur les macrophages est plutôt un marqueur d'activation de M1, si vous voulez, chez l'homme. Alors que chez les patients qui avaient fait une dissection de l'anévrisme, mais qui avaient évolué vers un manchon fibrotique qui peut contenir l'évolution vers l'anévrisme après une dissection, dans ce cas-là, malgré le fait qu'il y avait une dissection, une infiltration macrophagique à cet endroit, les macrophages exprimaient beaucoup plus de CD31 en vert, beaucoup moins d'HLA-DR toujours en vert, alors qu'ils commençaient à exprimer aussi un marqueur de M2 qui est le récepteur pour l'aptoglobine. Et chez la souris traitée avec l'infusion d'angio 2, où il y avait la dissection, ici vous voyez l'hématome intramural, intrapariétal, et j'ai pu mesurer par l'échographie de façon répétée, à une semaine d'écart, j'ai pu mesurer aussi le diamètre de l'aorte pour savoir si suite à la dissection, il y avait une évolution vers l'anévrisme. Et on a commencé à injecter le peptide à J14, c'est-à-dire après que la dissection avait eu lieu, alors que chez les souris non traitées, il y avait une évolution vers l'anévrisme, comme ça avait été décrit par Daugherty en 2000. Chez les souris qui étaient injectées avec le peptide, on observait plutôt une régression de la taille de la lumière de l'aorte. Et en parallèle, on avait un bon manchon fibreux qui se montrait, qui se constituait tout autour. Et en fait, avec Grégory qui a rejoint le laboratoire en tant que postdoc, on s'est rendu compte que cette histoire de dissection et de réparation qui pouvaient être modulées par le CD31 pouvaient éventuellement être élargies même aux premières phases de l'athérosclérose. Tout à l'heure, Alain, tu disais que c'était idiot l'idée de Russell-Ross de la injury. Je pense que c'était idiot l'histoire de la prolifération des CML. Mais l'injury, c'est une possibilité pour les LDL de rentrer massivement. En plus de leur, disons, accès instillé, distillé au compte-gouttes par la perméabilité, si tu as une injury, tu as une entrée massive de sang avec tout ce qu'il contient, y compris beaucoup d'LDL. Et en fait, Grégory l'a montré ici que ce qui est important, ce n'est pas tellement l'injury en soi, mais qu'est-ce qu'il devient après. Donc, est-ce que l'inflammation qui suit l'injury, est-ce qu'elle est appropriée ou bien est-ce qu'elle fait plus de mal que de bien? Et donc là, je te rejoins parfaitement que si l'inflammation ne se déroule pas comme il le faut, et peut-être parce qu'il y a des individus qui sont prédisposés, ou alors parce qu'ils ont beaucoup d'LDL, ou alors parce qu'ils fument beaucoup et qu'il y a des radicaux libres, enfin bref, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles la brèche qui s'est éventuellement constituée pour des raisons mécaniques, purement mécaniques, ne se répare pas bien comme il faut parce que l'inflammation qui arrive pour réparer le tissu fait plus de mal que de bien et finit par augmenter le problème. En fait, je m'amuse à montrer ça à mes étudiants en Master 2 en disant que finalement, une plaque rompue, c'est un petit peu comme un acute wounding et que la plaque stable, mais augmentée en épaisseur que Birmanie avait montré, ce n'est rien d'autre qu'une belle cicatrice fibreuse d'un healed wound. Et dans ce sens, je trouve un sens pour mon CD31 parce qu'en fait, toutes les étapes de wound healing peuvent être régulées physiologiquement
et peuvent ne pas l'être dans des conditions pathologiques. Et le CD31 étant exprimé par les plaquettes, les cellules endothéliales, les leucocytes, en fait, étant régulateur de tous ces phénomènes, pourrait contrôler l'excès d'hémostase, qui est la première étape du wound healing, pourrait contrôler l'excès d'inflammation, qui est la partie qui est nécessaire pour qu'une fois que la première cicatrice s'est formée, après il faut que les macrophages se transforment en M2 pour préparer à l'angiogénèse, qui est aussi nécessaire pour le wound healing, mais il ne faut pas qu'il y en ait beaucoup trop. Parce que s'il y a beaucoup d'angiogénèse qui est bien évidemment défectueuse, ça va donner lieu à des hémorragies intraplaques et des complications. Et donc, je peux réconcilier, au moins dans mes rêves, le fait que le CD31 soit une molécule à favoriser pour limiter tous les phénomènes que, suite à une injury, peuvent aggraver l'inflammation et donc l'issue de la cicatrisation. En fait, une plaque qui ne puisse pas être régulée dans toutes ces étapes ne guérira jamais. Elle va rester vulnérable parce que la cicatrice ne peut pas se faire comme il le faut. Et le dernier développement que j'ai donné à mon CD31, c'est parce que je me suis dit, si je veux traiter avec un peptide une personne pour traiter l'athérosclérose, il va falloir lui donner mon peptide tous les jours de toute sa vie. C'est un peu contraignant comme thérapeutique. Alors que si je l'utilise localement sur des dispositifs médicaux endovasculaires, j'ai peut-être une possibilité d'arriver chez l'homme. Et en fait, on va y arriver bientôt parce qu'après la publication de ces deux papiers, donc la preuve de concept que le peptide utilisé comme coating des stents coronaires peut favoriser la couverture par des cellules endothéliales qui adoptent un phénotype anti-inflammatoire et antithrombotique. Et ce même peptide peut être utilisé pour promouvoir la cicatrisation à l'entrée des anévrismes dans le cas des flow diverters qui sont utilisés pour faire en sorte que le sang puisse circuler dans la vraie lumière de l'artère cérébrale et ne pas aller dans le sac avec le risque de la rupture. Et donc, après la publication de ces deux papiers, j'ai été approchée par des industriels de ces deux types de dispositifs. Et j'ai bon espoir d'arriver chez l'homme, j'espère, bientôt, avec des dispositifs médicaux côté avec le CD31. Et ça, c'est notre équipe localisée à Bichat. Je ne vois pas la Tour Eiffel d'ici, alors qu'avec le parc, vous avez une jolie image de la Tour Eiffel à côté. Mais c'est quand même pas mal, le panorama. Et ça, c'est notre jolie équipe qui est basée à Dongoel BTS, dans le campus de l'hôpital Bichat. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pina, pour cette présentation. Donc, on va passer aux questions. Ce que je vous propose, c'est que vous levez la main pour ceux qui veulent poser des questions. Vous pouvez utiliser le chat, mais... Il y a une main levée de Benoît Allard. Ah, je ne vois pas très bien. Non, parce que... Il y a une main levée de Benoît Allard. Bonjour. Bonjour. Mais, écoutez, merci beaucoup pour cette représentation. C'était vraiment très, très bien. Et juste une question naïve sur le lien entre les infections et le développement de l'athérosclérose, puisque on a vu que l'inflammation Th1, donc avec une réponse interféron, pouvait favoriser finalement le développement de maladies, enfin d'athérosclérose. Et donc, est-ce qu'on a connaissance d'épisodes d'infection et de complications cardiovasculaires? Très bien. Surtout infection virale, en fait. Il y a le docteur Afid qui va répondre. D'accord. En fait, probablement que dans cette question, en réalité, il y a plusieurs questions. La première question, c'est quelle est la relation entre pathogènes, que ce soit des virus ou des bactéries, et l'athérosclérose. Alors, cette histoire, elle est très ancienne parce que quand on s'est mis à fouiller dans des plaques d'athérosclérose et qu'on a essayé de chercher des fragments génétiques de bactéries ou de virus, au début des années 2000, on en a trouvé. On a trouvé du mycoplasme, on a trouvé du chlamydier, on a trouvé du CMV. Donc, il y a toutes les théories infectieuses qui sont nées. Ce qui a un peu mis du plomb dans l'aile à ces théories infectieuses, c'est qu'il y a des grandes études interventionnelles. On s'est mis à donner, par exemple, pour les atypiques, des antibiotiques.
D'accord? Et donc, il y a eu des grands essais mondiaux, on donnait des antibiotiques ciblant les atypiques. On s'est rendu compte que ça ne réduisait pas les événements cardiovasculaires athérothrombotiques. Donc, c'est la première chose, c'est qu'il y a probablement du matériel génétique qui est dans les plaques. Est-ce que lui est causal sur le développement de l'athérosclérose? Probablement non. Après, il y a toutes les deux, ça c'est la première partie. Après, sur la relation entre inflammation induite par les infections en aigu et événements athérothrombotiques, il y a une littérature qui suggère que plutôt oui. Donc, il y a deux types d'inflammation. Il y a les histoires d'inflammation chronique de bas grade et il y a toute une littérature sur inflammation des gencives, c'est-à-dire les parodontopathie. Donc, vous avez une colonisation dans la bouche de bactéries qui font que ça fait de l'inflammation et que ça augmente le risque cardiovasculaire. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a quand même des données qui montrent qu'il pourrait y avoir un surrisque d'événements athérothrombotiques dans les phases aiguës d'infection bactérienne. Après, sur les thromboses et les virus, c'est plus compliqué parce que quand, par exemple, on parle d'événements thrombotiques avec les virus, on n'est pas certain que ça soit lié à de l'athérothrombose, mais vous pouvez avoir une activation de l'endothélium et de la coagulation qui fait que vous avez une thrombose, et ça ne veut pas dire que c'est athérothrombotique. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce qu'il y a des mains levées? Il y avait Mouna aussi qui l'avait levé. Ah, je ne vois rien. Bon, Mouna? Oui, bonjour Soraya, c'est Rida en fait qui a levé la main. Ok. Je regarde la présentation avec Mouna. J'ai aussi une question pour Afid et j'ai l'impression que c'est une question un peu en miroir de ce qu'a posé comme question Benoît. C'est en fait dans les essais cliniques, donc Cantos, etc. Est-ce qu'il y a eu, donc en traitant des personnes avec de l'anti-L1-bêta ou en diminuant l'inflammation, est-ce qu'au cours des essais cliniques, il y a eu une exacerbation de maladies infectieuses ou pathogéniques, des réactivations de tuberculose, des choses comme ça? Est-ce que ça a été documenté? Oui, alors deux choses. D'abord, l'exemple typique de la réactivation de tuberculose, c'est les anti-TNF. D'accord? Okay. Au début des années 90-2000, on s'est mis à des anti-TNF qui marchent bien. Il y a eu une explosion des cas de tuberculose latente. Si bien qu'aujourd'hui, dans le bilan avant de donner un TNF, il y a tout un bilan à la recherche d'une tuberculose. Okay. Ensuite, sur les anti-L1-bêta, oui, en fait, dans l'étude, il y a deux signatures qui sont sorties. La première, c'est qu'il y a une augmentation du risque infectieux dans le groupe anti-L1-bêta forte dose avec des chocs septiques. Mais ce que les gens racontent, c'est que ces événements sont surtout arrivés dans certains pays du monde, et notamment en Inde. Donc les gens se demandent est-ce que c'est lié vraiment à la molécule ou est-ce que c'est lié à ça plus l'hygiène. Voilà pour faire ça. Ok, ok. J'ai une question pour toi, Pina. Par rapport, donc tu as parlé du CD31 dans les lymphocytes et aussi dans les macrophages. Est-ce que avec le peptide là, que vous avez designé, là, le dérivé de CD31, vous essayez de cibler ces deux populations? Parce que tu disais que tu penses que dans ces deux populations cellulaires, le CD31 a un rôle protecteur. Est-ce qu'il y a une possibilité de cibler ces deux populations avec ce peptide? Comment ça se passe? On ne peut pas distinguer. La séquence est la même et le peptide, il se dimérise avec le CD31 qui est en train de se clustériser. Et donc, en fait, la seule spécificité qu'on peut avoir avec ce peptide, c'est qu'on cible les cellules qui sont en train d'être excitées. Mais ça peut être les cellules endothéliales, aussi les plaquettes. Et en fait, in vivo, probablement que l'effet, il est holistique. Il est obtenu parce que ça agit un tout petit peu sur les plaquettes, un tout petit peu sur les cellules endothéliales et les macrophages, etc. In vitro, quand tu mets un seul type cellulaire, tu peux disséquer comment ça marche sur le type cellulaire que tu étudies. Mais in vivo, probablement, il agit sur les différentes cellules à condition qu'elles soient en train de s'activer. D'accord, c'est l'activation qui va permettre de les... Oui, parce on n'arrive pas donc, du coup à moduler spécifiquement dans certaines... Avec un peptide. Tu peux tenter ça avec des anticorps bispécifiques éventuellement. D'accord. John Chapman Oui, merci. Oui, merci, Soraya. Bonsoir à tous. Gisèle, c'était un vrai plaisir de vous écouter. Ma question est la suivante. Manifestement, vous avez construit une base de données pour CD31 en tant que cible thérapeutique, surtout chez des modèles
de souris. Et bien évidemment, la question se lève toujours, dans quelle mesure est-ce qu'on peut transposer ces données puisque, bon, dans le contexte arthrosclérose, c'est inutile de le dire, les caractéristiques entre les deux espèces, en ce qui concerne les plaques qu'on puisse induire chez le souris, sont quand même assez différents. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être nous identifier des raisons pour lesquelles vous pensez que votre logique d'expérimentation et vos données seront valables pour CD31 en tant que cible chez l'homme? Oui, et donc pour chez l'homme, encore, on n'est pas allé dans le bonhomme entier, mais on a étudié l'effet du peptide sur différentes cellules d'origine humaine, et à chaque fois, c'était des cellules primaires. Mais on a traversé un peu les espèces, on est passé par le rat, puis le lapin, et le dernier en date, c'est le cochon. Pour la preuve de concept avec les stents coronaires, on a pu vérifier que le peptide, le même peptide, en fait, c'est ça la magie, c'est que cette zone qui est nécessaire pour la clusterisation, elle est hautement conservée à travers les espèces. Et à 99%, la séquence est identique. Donc, c'est peut-être ça qui fait que ça peut marcher d'une espèce à l'autre. Mais vous avez raison, il faut qu'on fasse le first in man pour savoir si ça va marcher. Sur les dispositifs endovasculaires, le risque qu'on prend, il est moindre. Il serait plus important si on donnait le peptide par voie systémique pour faire la transposition de la souris à l'homme. Donc, je vais commencer avec les dispositifs endovasculaires. Mais en parallèle, on a monté aussi une start-up qui, le but, c'est de faire en sorte de développer des anticorps qui ciblent le CD31 chez l'homme. Mais le métier, ce n'est pas mon métier, ce sera des experts du développement des médicaments qui s'en chargeront de risking. Merci beaucoup, Giuseppina. Merci à vous. J'ai vu une main levée, Ziad. Non, en fait, Pina a répondu à la question. Donc, je voulais savoir pour les traitements translationnels si elle envisage autre chose qu'un traitement local, systémique, et par quels moyens, si c'est seulement la protéine, le peptide qui va être injecté et comment, à long terme, ou bien si c'est des anticorps ça va être des anticorps pour augmenter la fonction. On a commencé avec le peptide, mais sa demi-vie hyper courte, c'est vraiment en limite. Et donc, on a fini par… Comment tu envisages ça alors, à long terme de traiter si c'est le peptide? Non, ce ne sera pas le peptide. Oui, ce sera pas le peptide. Non, non, ce sera des anticorps et on s'inspire de ce qui est fait avec les agonistes de PD1, avec des traitements mensuels. Merci. Est-ce qu'il y a des mains levées? Poser une question, moi. Afid? Ouais, oui. Tina, est-ce qu'il y a des polymorphismes de CD31 décrits et associés à des pathologies? Oui. Oui, en fait, il y a une foison de polymorphisme, mais il y en a un qui est récurrent, c'est une léocine contre une alanine en position 125. Et c'est un résidu qui est indispensable pour la liaison transhomophile. Et ce polymorphisme, il est bien plus fréquent de façon consistante à travers la littérature, ce n'est pas moi qui ai fait, et chez les patients avec maladies inflammatoires chroniques, en particulier sclérose en plaques, arthrite rhumatoïde, lupus et vascularite. Ok. J'ai une question pour toi, Afid. T'es parti déjà? Je suis là, je t'écoute. Oui. Par rapport à l'essai Colcott, comment t'expliques l'effet de la colchicine sur l'inflammation, sur la diminution de l'inflammation? C'est un poison du cytosquelette. Comment on peut… Il me semble que dans Colcott, il y avait une diminution de l'IL1β et de l'IL6, non? Oui, alors bon, d'abord, moi, d'abord, là, je crois, c'est pas Colcott que j'ai montré. Hein. Colcott, c'est Jean-Claude Tardif, qui est l'étude canadienne avec Roubi, qui est l'étude en post-infarctus. Là, je vous ai montré l'étude sur la coronaropathie stable, qui a été publiée quelques mois après par l'étude australienne. Mais pourquoi j'ai choisi celle-là? Parce que c'est une des rares études où après, il y a l'étude mécanistique, où ils ont fait l'analyse protéomique large avec des Néerlandais,
En fait, il n'y a pas beaucoup de papiers, où tu as raison, qui explorent l'effet physiopathologique ou mécanistique de la colchicine, mais il y a un travail qui montrait que ça modulait l'inflammasome. Et en tout cas, dans le papier sur la signature protéomique dans le plasma, dans cette étude, ils ont trouvé énormément d'effets. Hein. Ils ont des effets sur les voies de dégranulation des neutrophiles, ils ont trouvé des effets sur les co-stimulations membranaires, par exemple l'axe CD40 et CD40 ligands. Ils ont trouvé une modulation sur certaines cytokines ou chimiokines de mémoire CCL17. Donc franchement, c'est hyper pléiotrope, quoi. Hein. Moi, je sais pas. Il y avait l'IL6 aussi qui diminuait ou pas? Dans ce travail-là, je ne sais pas s'il y avait l'IL6 sur la signature protéomique. Je ne crois pas. En lien avec les cristaux, probablement, Afid. C'est parce que ça me fait penser que l'indication principale, c'est la goutte. Ouais, c'est la goutte, c'est la péricardite chronique, c'est la maladie périodique. Oui, la maladie périodique, il n'y a pas beaucoup de cristaux, mais c'est sûr que ça renvoie tout ça, effectivement, tu as raison. À l'inflammation déclenchée par les cristaux de cholestérol. Exactement. Vous pensez que l'effet qu'on voit, c'est IL1 bêta médié ou IL6, ou IL6 ne joue pas vraiment de rôle parce que ça peut être une cible de l'IL1 bêta? Vous pensez c'est qui vraiment l'acteur? On ne sait pas. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tu sais, dans l'étude post-hoc qui a été publiée dans European Heart Journal là, par Ritker, ils ont montré que c'est les patients qui baissent l'IL6 sous anti-IL1 bêta qui ont un bon pronostic. Mais tu as deux hypothèses. La première, c'est que l'effet protecteur de l'IL1 bêta soit médié par l'IL6 et aujourd'hui, on n'a pas non plus des tonnes de données qui affirment ça. Et la deuxième, c'est simplement l'IL6 serait un reflet de l'efficacité sur plein de voies qu'on n'a pas étudiées du blocage de l'IL1 bêta. Et c'est une des choses. Hein. En tout cas, il y a des anti-IL6 qui sont en cours de développement chez l'homme, parce que vous savez tous qu'il y a l'anti-IL6 récepteur disponible, hein, mais donc les anti-IL6 récepteurs chez l'homme ont été testés comparés aux anti-TNF dans la polyarthrite rhumatoïde et ont montré un effet identique sur le risque cardiovasculaire. Et comme les anti-TNF protègent, les anti-IL6 récepteurs protègent. Et là, il y a un anti-IL6 qui est en cours de développement et qui va être testé sur le risque athérothrombotique, spécifiquement chez les malades qui ont une insuffisance rénale chronique. Voilà ce qu'on fait. C'est le même qui a été utilisé pour le Covid, non? Oui, le tocilizumab, c'est le traitement de première ligne de l'APR. Alors, dans le Covid, ils ont essayé un autre anti-L6 qui s'appelle, Alain et moi, là, le deuxième anti-L6. Bien plus, c'est bien. Ouais. Voilà, le sarilizumab. En fait, le sarilizumab marche moins bien que le tocilizumab et les gens ne savent pas bien pourquoi, mais probablement parce que le mécanisme d'action est différent sur la forme membranaire de la forme soluble. Et l'isotype, peut-être. L'immunoglobuline n'a pas le même isotype. Et les gens se demandent en fait un effet sur le récepteur soluble dont on connaît, enfin on ne sait pas bien à quoi ça sert, quoi. Et les deux études avec les deux inhibiteurs du DL6 sont en cours. Le Ritker a lancé une étude où il montre effectivement qu'au bout de quelques injections, ça marche très bien pour diminuer la CRP et on attend les résultats cliniques maintenant. Le problème avec les anti-IL6, c'est qu'ils ont un effet un peu délétère sur le profil lipidique. Donc, il va falloir faire gaffe parce que systématiquement, ils augmentent les fractions lipoprotéines hétérogènes. Alors que l'anti-IL1 bêta, non? Non, aucun, non. Et justement, Alain, ça me permet, c'est moi qui te pose la question, parce que ça, c'est une vraie question. Toi, tu as montré tout à l'heure l'étude de Smith, où tu as montré que quand tu enlèves les monocytes macrophages, le cholestérol est multiplié par 2,5 et il n'y a pas d'athérosclérose. Donc, est-ce que ça t'inquiète que la dyslipidémie soit induite par un anti-L6? En fait, dans l'étude sur des souris OPOP, le cholestérol était augmenté, mais il n'y avait plus de macrophages. Donc, en fait, voilà, maintenant, si tu augmentes le cholestérol ou les fractions lipidiques hétérogènes, alors même que tu as encore tout le système immunitaire en place, ce n'est pas terrible. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, on n'a pas de réponse parce que même les anti-L6 récepteurs montent en fait, dans la littérature de 18% le taux de LDL cholestérol. Mais et sans augmentation du risque par rapport aux anti-TNF, sauf que dans ces études, souvent les malades étaient traités par statine. Donc, on ne peut pas savoir. Et en fait, ce n'est pas spécifique au IL6, c'est spécifique à tout l'axe JAK-STAT, parce que toutes les molécules qui sont développées en ce moment, qui sont des inhibiteurs JAK-STAT, donc
ils vont intervenir l'IL6, l'interféron récepteur, l'IL12, etc. Tous augmentent le cholestérol, le LDL, de la même niveau, de à peu près 18%. Sauf que, enfin, on ne sait pas si c'est ça, mais juste, il y a une alerte de la FDA, puisqu'ils viennent de montrer qu'il y a une augmentation des événements cardiovasculaires chez les malades traités par inhibiteurs de JAK-STAT en ce moment. Oui, c'est Emmanuel Messas avait trouvé ça. Et donc, il y a une alerte, on voit très bien tous les gens qui donnent du tofacitinib ou du baricitinib. Voilà. Exactement. Moi, j'ai une question pour toi, Afid. J'étais intriguée de voir que le risque dans le psoriasis sévère, le risque cardiovasculaire diminue avec l'âge. Pourquoi? Non, en fait, c'est une manière d'interpréter les courbes. C'est que ce que tu vois dans la courbe, c'est que tu compares avec une population le risque. Mais en fait, c'est parce que la population jeune n'a pas de risque cardiovasculaire. Donc, en fait, les psos, ils en ont beaucoup. Et comme quand tu vieillis, ton risque augmente, ça veut juste dire que le risque des psos se rapproche de la population générale. Et où c'est intéressant, c'est que tu aurais pu voir les courbes se croiser. Et à ce moment-là, tu aurais dit, la seule chose que fait le psoriasis, c'est qu'il fait survenir un événement plus tôt, puisqu'en vieillissant, il y en a un. Mais le fait que les courbes ne se rapprochent, ne se croisent pas, ça veut bien dire que le risque est plus important jeune, mais reste élevé à l'âge adulte. À parité. Souvent, c'est un type d'analyse. Il y a une question d'Aurélie Leroyer, je pense. Oui, Aurélie? Aurélie Leroyer, bonjour. Mets le son, Aurélie. Le son. Pardon, excusez-moi, je n'avais pas le son. Bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous voir. Merci pour les présentations. Moi, j'avais une question par rapport aux populations cibles de ces anti-inflammatoires, entre guillemets, ces biothérapies. Je ne sais pas quelles étaient majoritairement les populations cibles dans les études, mais par rapport à ce que vous dites sur les dyslipidémies, enfin sur éventuellement l'impact sur le cholestérol, est-ce que quelles sont les populations cibles ou quelles seraient les populations cibles? Est-ce que c'est celles qui ne répondent pas bien aux statines? Est-ce que c'est celles est-ce que vous avez des éléments de réponse? Dans l'étude, en fait, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, dans l'étude Cantos, Ritker a inclus précisément des patients qui avaient un LDL plus ou moins contrôlé et surtout qui gardaient quand même une CRP un peu élevée. Et il a vu un effet bénéfique. Par contre, dans l'étude méthotrexate, il n'a pas du tout inclus les patients sur le niveau d'inflammation et de CRP, il a inclus les patients sur le niveau de risque supposé. C'est-à-dire c'était des patients qui avaient fait stabiliser, qui avaient fait un infarctus à distance et qui étaient diabétiques, qui avaient un syndrome métabolique, donc il y avait un sur-risque. Mais sans savoir si, après traitement, ils étaient tous sous statine, évidemment traités correctement pour leur pathologie, mais donc il n'avait pas le critère CRP qui restait élevé. Et donc là, il y avait un peu de tout. Donc voilà, ça répond un peu à ta question. C'est-à-dire que oui, si tu veux cibler l'inflammation, autant vérifier que les patients restent à une inflammation un peu élevée. Et dans l'étude avec le méthotrexate, ce qui est intéressant, c'est que en fait, les niveaux d'IL1 ou d'IL6 n'étaient absolument pas diminués, et de CRP. C'est-à-dire qu'en fait, alors soit les doses… Elles étaient basses, non, Alain? Elles étaient basses. C'était des la CRP était… non, la CRP, non, ils avaient un niveau de CRP qui était ce que c'était. Mais en tout cas, sous méthotrexate, il n'y avait aucune diminution, aucune évolution positive, enfin, dans un sens ou dans l'autre, de la CRP, de l'IL1 ou de l'IL6. Autrement dit, les petites doses de méthotrexate n'avaient pas atteint leur effet, qui était en fait de baisser l'inflammation. Voilà. Donc, est-ce que c'était la population qui n'était pas bien ciblée ou est-ce que c'était les doses de méthotrexate? Il avait un peu rêvé avec des petites doses. Voilà. Donc, mais c'est intéressant de voir que le design n'était pas le même entre Cantos et CIRT. Oui, Afid, tu avais comparé le niveau de CRP dans Cantos versus avec méthotrexate. Dans Cantos, où le critère d'inclusion, c'était plus de 2, la médiane, c'était 4,2. Alors qu'en dans CIRT, c'était 1,2. Donc, en fait, il y avait 3 fois moins de CRP dans CIRT que dans Cantos, ce qui est peut-être une des raisons de l'échec de l'étude. Ça veut dire que si l'inflammation n'est pas importante, tu ne peux pas la bloquer. Après, de façon bizarre, ils avaient aussi le taux d'IL6
mais je n'ai pas l'explication, mais l'explication, elle est peut-être cinétique. D'ailleurs, Ziad, s'il écoute pour donner son avis, c'est que alors qu'ils n'ont pas la même CRP, ils ont le même taux d'IL6. Ils ont le même taux d'IL6. Et donc, c'est là où c'est un peu bizarre, c'est qu'il y a une forme de mismatch, peut-être lié au fait que la CRP ne va pas bouger aussi vite que l'IL6. En tout cas, le méthotrexate n'a pas réussi à baisser l'IL6, qui était le but. Exactement, mais ce que je dis. Ah, ça, absolument, il n'y avait pas d'effet sur l'INA ici. Non, ce n'est pas ça que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que baseline, alors que la CRP-US est 3 fois plus élevée dans l'étude CANTOS, les taux d'IL6 dans les deux études sont les mêmes. Ah oui. Oui, mais en plus de ça, ce que je veux dire, c'est que quelque chose n'a pas marché parce que suite à l'administration de méthotrexate, on s'attendait à une baisse de l'IL6 chez les patients traités. Oui, bien sûr. D'autres questions? Moi, j'en ai une pour Alain. Dans l'étude que tu as montrée avec les anti-PD1, est-ce que le traitement il était sur 2 ans? Non, c'était en fait, c'est un design où ils prennent, c'était 6 mois avant et 6 mois après. Donc, c'est une série, c'est une étude de traitement longitudinal. Ils avaient survécu à leur cancer, les personnes. Absolument. C'est des patients qui avaient un cancer, donc ils étaient suivis, donc ils avaient les événements avant d'être traités et les événements après avoir été traités. Donc c'est pour ça que ça peut être assez fin. On est sur des petits nombres d'événements. Hein. C'est vraiment. Mais je vais le voir, je ne connaissais pas ça. Mais du point de vue, moi, ce qui m'a intéressé, c'est du point de vue physiopathologique, c'est la première étude qui montre que si tu actives l'été chez des patients, enfin en clinique, enfin chez des individus, ça va mal. C'est pas chez la souris, c'est pas très bon. Voilà, tu peux oui, non, c'est excellent. Je vais le regarder, je ne connaissais pas ça. Non, c'est une étude c'est un crossover longitudinal. En fait, dans l'étude, il y a 2 modèles. Il y a un modèle cross et il y a un modèle longitudinal standard de comparaison. C'est la même chose avec l'ustekinumab chez les patients avec le psoriasis. C'est des patients qui étaient éligibles pour le traitement et d'autres qui n'avaient pas. Et on suit avant et après les avoir mis sous traitement. Moi, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vois qu'il est 19h. On va clore cette session. Merci beaucoup de vous être connectés aussi nombreux. Désolée pour ceux qui n'ont pas pu se connecter. Apparemment, c'était une licence pour sans connexion, donc il faut revoir ça. Mais merci beaucoup aux orateurs et merci à tous pour vous être si nombreux à être connectés et au prochain webinaire. Merci. Merci pour m'avoir convié, c'était super enrichissant. Merci. 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 Au revoir. Ciao.